Rencontre Mitterrand-Reagan à Washington, les relations franco-américaines à l'épreuve des grands problèmes internationaux. Polémique à la veille des cantonales, le RPR porte plainte en diffamation après les propos de Gaston Defferre. Le journal des cantonales, ce soir, la campagne de Jacques Chirac. Les réactions après l'opération commando des viticulteurs, Jean-Baptiste Doumingue, invité de ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. À 2 jours du premier tour des élections cantonales, le climat politique se raidit. Depuis hier soir, le Premier ministre Pierre Mauroy et le ministre de l'Intérieur Gaston Defferre passent à la contre-attaque sur un front qu'ils estiment trop largement occupé par l'opposition, celui des affaires. L'affaire Lucet, l'affaire de la police et aussi l'affaire Francisi qui a rebondi il y a quelques jours avec la mise en cause de 2 grands avocats parisiens et marseillais proches de Monsieur Defferre. Toutes ces affaires se croisent à Marseille et c'est là que Pierre Mauroy et surtout Gaston Defferre ont choisi d'attaquer bille en tête certaines personnalités du RPR. Monsieur Defferre utilise surtout l'affaire Francisi. Le patron de plusieurs cercles de jeu et conseiller général du RPR de la Corse, assassiné en... Fermer le cercle de Francisi, c'était depuis 23 ans une chose impensable. Parce que M. Francisi était très protégé par ceux qui aujourd'hui nous combattent. Par M. Chirac, par M. Ponce, par M. Pasqua. Il faut dire que c'est ça que ça rapporte beaucoup d'argent. D'abord à la ville de Paris. Je vais faire vérifier, mais je crois que ça se chiffre par milliards. Ça a peut-être aussi rapporté beaucoup d'argent à d'autres, à certains partis politiques, aux protecteurs, aux amis, aux complices de M. Francisi Chirac, à Ponce, à Pasqua. Dans les propos tenus par M. Defferre, ceux qui ont été tenus au cours d'un meeting hier soir à Marseille, il y a 2 catégories de choses. Il y a d'abord des propos qui relèvent de la polémique politique. Alors on peut le déplorer, mais on peut mettre ça sur le compte de la passion, bien que M. Defferre ne soit pas un débutant, c'est un homme expérimenté. Et ensuite, alors, il y a des propos qui revêtent un caractère calomnieux et diffamatoire. Et il est bien évident que ni M. Chirac, ni M. Ponce, ni moi-même ne sommes disposés à tolérer cela. Qu'allez-vous faire? Nul, fût-il ministre de l'Intérieur, n'est au-dessus des lois. Nous saisissons donc la justice d'une plainte en diffamation et il lui appartiendra de se prononcer. Oui, donc M. Pasqua, mais aussi Jacques Chirac, le président du RPR, et Bernard Ponce, son secrétaire général, ont déposé des plaintes en diffamation. Et en tant que candidat, Jacques Chirac cite M. Defferre en correctionnel, de façon à obtenir un jugement avant l'ouverture du scrutin cantonal, c'est-à-dire dès demain samedi. Le premier secrétaire du Parti socialiste, Lionel Jospin, déclare regretter le climat anormal qui s'est ainsi instauré autour des élections cantonales et déplore la campagne de diffamation menée selon lui par l'opposition. Il faut bien dire que Noël Copin, jamais jusqu'ici des élections cantonales ont pris une telle tournure politique au niveau national. Eh bien oui, ce climat anormal, comme dit Lionel Jospin, paraît être aussi tendu que le climat des derniers jours de l'élection présidentielle. Je dirais même qu'il est aussi tendu, mais qu'il est sans doute plus malsain. Et pourtant, lors des présidentielles, ce qui était en jeu, c'était véritablement la réalité du pouvoir, alors qu'ici, ce qui est en jeu, c'est tout simplement l'administration des départements. Alors je sais bien qu'il y a cette loi sur la décentralisation qui va donner de nouveaux pouvoirs aux assemblées départementales, mais ce n'est quand même pas cela qui explique cette nervosité. Alors je crois qu'il faut en revenir à cette réalité, à ce principe très simple de nos institutions. Notre système présidentiel repose entièrement sur la confiance. Si bien que chaque fois qu'il y a un événement politique important, en particulier chaque fois qu'il y a une consultation politique importante, eh bien c'est une occasion pour tester, peut-être pour ébranler cette confiance. Reprenons un terme qui est très à la mode ces temps-ci, il s'agirait pour l'opposition d'essayer de déstabiliser la majorité. Jacques Chirac sait très bien de quoi il s'agit, puisqu'en 1976, alors qu'il était lui-même Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing, la majorité d'alors avait été déstabilisée par la gauche à l'occasion d'élections cantonales. On voit bien l'importance de cet enjeu politique, mais l'importance de cet enjeu n'explique pas pourquoi le monde politique s'est laissé entraîner dans cette spirale où les coups sont de plus en plus durs et je dirais aussi de plus en plus bas. Oui, alors
alors ce climat général va bien sûr influer sur les résultats au niveau local. Oui, il est difficile de faire des pronostics là-dessus, de savoir à qui profite la dramatisation. Je pense quand même que le gouvernement et la majorité ont sans doute eu politiquement tort de se laisser prendre dans cette dramatisation, même si Pierre Mauroy explique que sa contre-attaque et la justifie par l'agressivité de l'opposition. Mais je crois, si vous voulez, qu'on peut se poser deux questions. La première concerne les abstentionnistes. Est-ce que le corps électoral qui s'abstient en général massivement pour les cantonales va être mobilisé par cette politisation, ou bien au contraire va-t-il être détourné par la politique à cause du visage qu'elle a donné d'elle-même ces jours-ci? Et puis la deuxième question, est-ce que ce climat va se prolonger au-delà de l'élection? Cela dépendra bien sûr en grande partie des résultats, mais je crois que les coups ont été trop durs ces jours-ci pour qu'il s'agisse d'une simple fièvre électorale. Alors dimanche, pour le premier tour de ces cantonales, Antenne 2 et France Inter mettront en place un dispositif exceptionnel qui nous permettra dès 20h dimanche de vous donner, grâce à ces deux hautes nouvelles bulles, une estimation aussi précise que possible des résultats. Le journal des cantonales. Tout au long de la semaine, nous vous avons montré les différentes formations et aussi quelques candidats en campagne. Ce soir, Jacques Chirac qui fait campagne dans sa chère Corrèze pour tenter de préserver au RPR la présidence du Conseil général. Jean-Louis Le Senne et Gilles Deblard. Depuis 1967, Meymac rime avec Chirac. Depuis que jeune secrétaire d'État, Jacques Chirac a jeté son dévolu sur la Corrèze à la demande de Georges Pompidou. Aujourd'hui, M. Chirac ne risque rien. Le seul but de son adversaire socialiste, le docteur Jean Larue, mettre Chirac en ballottage après-demain. Je pense qu'il y aura un deuxième tour qui se fera soit le 21 mars, soit dans 6 mois ou dans 1 an, car du fait de la loi sur les cumuls qui sera votée par le Parlement, monsieur le maire de Paris sera bien obligé de choisir entre la Corrèze et Paris. Jean Larue, pendant sa campagne, a reçu le soutien du ministre André Chandernagor, qui plaisante ici sur ceux qui découvrent soudain les bienfaits de la décentralisation façon de faire. Pour mettre en œuvre cette décentralisation nécessaire, il vaut mieux faire appel à des gens qui y sont favorables que plutôt de faire appel à des gens qui étaient contre. Et par conséquent, votre vote va avoir de l'importance. La Haute-Corrèze n'a jamais été favorable aux socialistes, même s'ils progressent, mais aux communistes. Adversaire habituel de Jacques Chirac, un agriculteur, Joseph Lacassagne. Si à Meymac, il n'y avait que les habitants de Meymac, je ne pense pas que Chirac serait élu. Il y a beaucoup de gens de la région parisienne qui vont voter par procuration encore Meymac. C'est sûr. Georges Marchais en personne a fait le voyage de Tulle pour soutenir ses candidats corréziens. C'est qu'à l'échelon du département, le jeu en vaut la chandelle. Ces élections cantonales peuvent vous permettre de disposer demain d'un conseil général de gauche dirigé par un président communiste. Et Georges Marchais a raison. Aux dernières cantonales, il avait fallu que le gaulliste de gauche Jean Charbonnel vote avec la droite pour que les amis de M. Chirac sauvegardent la présidence du Conseil général et encore au bénéfice de l'âge. 3 jours par semaine depuis plusieurs mois, M. Chirac revient ici battre campagne et aider ses voisins. De Bord-les-Orgues à Égletons, de Sornac à Brive, le maire de Paris aura refait la tournée de sa Corrèze. Il sait que cette fois-ci ce sera difficile, d'autant plus difficile que pour lui, le nouveau découpage ne facilite pas les choses. Pour vous donner une idée, le canton d'Ussel, dont le Conseil général avait souhaité à l'unanimité qu'il soit découpé en 2, ce qui aurait donné naturellement un élu de plus à l'actuelle opposition nationale, n'a pas été découpé et aura un conseiller général pour quelques 14 000 habitants, alors qu'à Tulle, pour moins du double, il y aura 4 conseillers généraux. Voilà la justice distributive telle que la conçoivent le ministre de l'Intérieur et ses hommes. Pourtant, Jacques Chirac, toujours optimiste, affirme que rien n'est perdu, que l'opposition regagnera du terrain ici comme partout en France. Sinon, il faut bien reconnaître que c'est un pan entier de l'idée que Chirac se fait de la Corrèze qui aura disparu. En ce moment même, à Washington, 2 présidents face à face discutent des problèmes du monde. François Mitterrand est à Washington pour quelques heures, le temps de confronter avec le président Reagan leurs vues sur quelques dossiers clés où Paris et Washington ne sont pas toujours d'accord. Ce sommet éclair est une première dans l'histoire des mœurs présidentielles. De Washington, Édouard Laure. Accueil très discret ce matin à la Maison-Blanche où François Mitterrand est arrivé à 11h15 pour se rendre immédiatement dans le bureau ovale où l'attendait le président Reagan.
Sans faste donc, comme on le souhaitait des deux côtés, pour ce qui était annoncé comme une simple réunion de travail. Les deux hommes, c'est vrai, maintenant se connaissent bien, c'est leur 4e rencontre, et il semble bien que d'un côté comme de l'autre, on soit décidé à discuter essentiellement des points de friction qui existent entre Washington et Paris. À commencer sans doute par la première des préoccupations de Ronald Reagan et des Américains aujourd'hui, à savoir l'Amérique latine. François Mitterrand pourrait bien annoncer le soutien inconditionnel de la France à la dernière proposition d'intermédiaire faite par le Mexique. Pour ce qui est des autres problèmes, ils seront sans doute évoqués dans cette réunion de travail dans la mesure où ils sont tous liés les uns aux autres. L'état des relations entre les États-Unis et les alliés, relations politiques, sont étroitement liées aux relations économiques et pour ce qui est de Paris, au problème des taux d'intérêt. Dans la presse américaine de ce matin, en tout cas, on a pu remarquer que la Maison-Blanche était très sensible à la fermeté de la France sur tous ces problèmes. Édouard Laure, les entretiens viennent de se terminer pratiquement à l'instant. Est-ce que vous avez pu apprendre quelque chose? Oui, ça vient de se terminer il y a à peu près 1 minute, Christine. Alors les deux présidents ont été d'accord pour dire que la journée était vraiment très productive et qu'elle était consacrée à la préparation des 2 sommets de juin, et donc celui de Versailles et celui de l'Alliance Atlantique à Bonn. Alors comme je vous le disais, on a l'impression qu'on a énormément parlé de l'Amérique centrale. Et selon le président Reagan, la France comprendrait mieux aujourd'hui la position américaine. Ce à quoi François Mitterrand a répondu, mais pas tout à fait dans les mêmes termes que le président Reagan. Nous avons, a dit François Mitterrand, plusieurs devoirs, notamment celui de lutter contre la misère et contre les dictatures pour établir des institutions démocratiques. Et c'est sur ce point, a dit François Mitterrand, que nous sommes d'accord avec Ronald Reagan. Et sur les taux d'intérêt américains, est-ce qu'on a un peu avancé? Non, Christine, le mot n'a pas été prononcé ni par François Mitterrand ni par Ronald Reagan. Je peux simplement vous dire qu'on a beaucoup parlé de la préparation donc, de ce sommet à Versailles, mais le mot taux d'intérêt n'a pas été prononcé ici. Merci Édouard Laure. Ces dernières semaines, les représentants de nombreux pays européens étaient allés plaider leur cause à Washington et le président français a ainsi voulu mettre son autorité dans la balance à la veille de ces sommets de Bonn et de Versailles. Malgré la récente visite de son ministre des Affaires étrangères à Washington, l'Allemagne fédérale n'hésite pourtant pas à braver les recommandations américaines. Bonn vient d'accorder de nouveaux crédits à l'exportation à l'Union soviétique malgré la crise polonaise. Conséquence, entre autres, de la crise polonaise, Moscou vend de l'or à tour de bras, 60 tonnes pour le seul mois de janvier, soit le tiers de ses ventes de toute l'année 81. Le cours de l'or a encore baissé à Londres aujourd'hui. Le dollar et le Deutschmark sont en hausse. Le chiffre du jour est celui du chômage en France pour le mois de février. 2 3 800 demandeurs d'emploi en données brutes, soit une baisse de 1,5% par rapport au mois précédent. D'après le ministère du Travail, ce chiffre de février confirme le ralentissement de la progression du chômage. Les offres d'emploi ont augmenté d'un peu plus de 9% en février. Quand le bâtiment va, tout peut aller mieux. C'est en termes sommaires le langage qu'a tenu aujourd'hui le Premier ministre qui recevait le président du CNPF, Yvan Gattaz, et aussi le président de la Fédération nationale du bâtiment, Jacques Danon. Monsieur Gattaz s'est déclaré plutôt déçu de la rencontre où il voulait attirer encore une fois l'attention du Premier ministre sur la situation critique des entreprises. Pour ce qui concerne le bâtiment, Monsieur Mauroy a annoncé une série de mesures qui visent essentiellement à relancer le logement locatif et à faciliter le financement des travaux publics. 200 millions de francs vont être débloqués pour les HLM et les conditions de financement offertes aux particuliers vont être améliorées. Jean Pézieux. Le gouvernement semble avoir entendu le SOS du bâtiment et des travaux publics. Plus de 20 000 entreprises disparues l'an dernier et rien que dans le bâtiment, 40 000 emplois perdus. Certes, on a fait autant de logements qu'en 80, mais au prix de l'injection massive de crédits publics au second semestre. Le budget 82, fortement majoré, poursuit l'effort. Les HLM, par exemple, en profitent, mais les particuliers, eux, ne suivent pas. La demande de logement a diminué et continue de diminuer de 10% par rapport à 80. La relance repose sur le succès des prêts conventionnés. Ces prêts intermédiaires délivrés partout des caisses d'épargne aux banques. Or, on en a consommé 11 000 en janvier et février. Ce rythme équivaut au financement de 70 000 logements en 82, la moitié seulement du nombre prévu. Il fallait réagir. D'abord, les établissements financiers offriront au moins pendant 6 mois des prêts conventionnés à un taux moyen de 14,5%. Il était de 17%.
Son barème de plus a été modifié. Pour un prêt de 250 000 francs par exemple, vous rembourserez 300 francs de moins par mois pendant les 3 premières années. Pour rendre encore ces prêts moins chers, une nouvelle formule consistera à les mixer avec des prêts employeurs. On pourrait offrir ainsi 30 000 prêts mixés à un taux voisin de 8%, inférieur même au taux des prêts aidés à l'accession, les PAP, les prêts les moins chers. Prêts à l'accession et prêts locatifs, c'est-à-dire les prêts aidés par l'État, sont très demandés, mais pour eux, le problème est différent. Acquéreurs et promoteurs doivent attendre des semaines, souvent, leur distribution par les préfectures. Lenteur administrative oblige. À la demande du président de la République, le Premier ministre a donc annoncé le déblocage immédiat des 3/4 des prêts aidés, ce qui permettra aux entreprises de relancer rapidement des chantiers. 60 000 hectolitres de vin répandus, 12 millions de francs de dégâts. Les viticulteurs du Midi ont frappé fort hier à 7 pour exprimer leur mécontentement face aux importations de vin italien. Le gouvernement a décidé aujourd'hui de poursuivre en flagrant délit ceux que le Premier ministre qualifie d'activistes. La police judiciaire a été saisie de l'enquête. Les réactions dans le monde viticole et syndical sont nombreuses et diverses. La CGT et la CFDT condamnent sans nuance, mais au Salon de l'agriculture à Paris, Jean-Louis Calmejane a rencontré des viticulteurs qui ne cachent pas leurs sentiments. Les quelques responsables viticoles présents à Paris à l'occasion du Salon de l'agriculture n'hésitent pas à cautionner et à soutenir les actions du commando d'action viticole, allant même jusqu'à ne pas redouter d'éventuelles inculpations. La dernière des choses que devraient faire les pouvoirs publics, c'est d'inculper des viticulteurs. Parce que les viticulteurs qui ont fait sauter ces cuves avaient la sensation et la certitude qu'ils avaient raison. D'autant plus raison que nous attendons des prix garantis qui n'arrivent jamais. Nous attendons depuis le 10 mai un changement qui a été politique mais qui doit se concrétiser dans les faits à notre niveau, au niveau d'une organisation des marchés et une organisation de la qualité des produits qui sont importés. Or, on ne voit encore rien venir. Et je crois que s'il devait y avoir des arrestations, ça serait très grave pour le Midi. Et je crois que tout le Midi se soulèverait contre cette arrestation. Ça serait pire qu'à l'époque de Montredon, quand il y a eu des morts. Cette action, elle était prévisible et que nous la comprenons parfaitement, si même dans les circonstances actuelles, on peut parfois la regretter. Mais pourquoi s'attaquer plus spécialement aux négociants et en particulier à Jean-Baptiste Doumingue? En fait, on s'est attaqué surtout aux négociants, car en fait, ce sont les négociants qui, depuis 3 ou 4 mois, provoquent les viticulteurs du Midi, leur font presque des pieds de nez pour les mettre dans une situation impossible. Monsieur Doumingue, vous êtes directement concerné puisque c'est votre coopérative qui était visée. Pourtant, vous soutenez les revendications des viticulteurs à condition, j'imagine, qu'ils ne s'attaquent pas à vos cuves. Vous savez, deux questions sont en cause là. Quand M. Couret dit qu'il s'attaque aux négociants, c'est son problème. M. Couret devrait savoir que mercredi, au conseil d'administration de la Confédération des caves coopératives dont il est membre, j'ai proposé en ce qui me concerne d'acheter tout le vin libre français qui reste en le payant 16 francs 30 le degré hecto en moyenne, c'est-à-dire sur la base de la l'accord interprofessionnel qui venait d'être signé. Ce qui veut dire que notre action en général a correspondu à soutenir le marché car les cours n'étaient qu'à 15 francs 15. Alors pourquoi expliquez-vous qu'on s'est attaqué à vous en quelque sorte? La deuxième question, s'attaquer à moi, ça c'est les médias qui s'en préoccupent en plus de titrer sur certains journaux parisiens. En fait, le comptoir agricole français, c'est une société d'intérêt collectif agricole. Mais vous avez Je détiens que 20% des actions autres sont détenues par l'Union nationale des coopératives agricoles de céréales, 20% par l'Union nationale des coopératives d'approvisionnement, 20% par l'Union laitière normande et le reste par un certain nombre de coopératives. N'empêche que vous êtes visé là, monsieur Doumingue. C'est pas la première fois, parce que je crois que c'est vous qui aviez affrété Lampelos, ce fameux pinardier. Non, il faut que vous compreniez encore que la direction du CAF, c'est pas moi. Le CAF importe 5 ou 6% du total des importations de vin d'Italie, toujours s'il fait 13 degrés, en le payant à un prix qui permet de mettre à marché 1 200 000 hectos de vin français. Et j'apprends par les techniciens du CAF que les 2 cuves en question, qui ont été l'objet de ce sabotage, c'est du vin français. Alors expliquez-moi pourquoi vos cuves ont été touchées, alors qu'il y avait à côté de vos chais d'autres chais que finalement le commando viticole aurait pu attaquer. Parce que s'il s'agit d'un commando qui est sorti d'une manifestation justifiée de 500 viticulteurs, s'il s'agit d'un groupe qui avait trouvé la télévision par exemple pour le suivre, qui avait mené les outils pour faire cette opération, c'était l'opération politique et mon nom s'y prête. Avec moi, on cherche à attaquer la nouvelle majorité. C'est un problème où je ne suis pas en cause. On se trompe de cible. Je me sens comme le juste mieux bandé assassin.
Et je ne souhaite pas que la France rentre dans le terrorisme du pastis, pour commencer, parce qu'on ne sait pas où il pourrait finir. Mais alors c'est quoi? C'est une provocation politique contre le milliardaire rouge, comme on vous appelle? Le milliardaire rouge, c'est comment on m'appelle. Le milliardaire dit-on, le communiste dit-il. Voilà ce que j'affirme. Par conséquent, ce qu'on attaque à travers moi, c'est ma conscience. Quant à mes activités, elles sont hors de portée de cette situation, mais qui consiste à dramatiser une situation politique à la veille des cantonales, alors qu'on a fait un effort particulier pour sauver le prix du vin qui reste et pour éviter que bêtement ce prix s'écroule à 15 francs le degré-taux quand il doit valoir 16,30 qu'a signé la profession viticole et que je me suis engagé à acheter pour toutes les quantités disponibles. Oui, mais les viticulteurs disent qu'ils ne vont pas s'arrêter là. À votre avis, comment va s'arrêter cette affaire? Les viticulteurs, il faut qu'ils choisissent. On veut rester dans l'Europe, on ne veut pas y rester. Moi, je suis pour sortir de la politique agricole commune. Nous pourrons contingenter les importations. Mais si on reste dans une Europe, si on reste dans une Europe, la liberté des courants commerciaux est une des clauses du traité de Rome. La plupart de ceux qui protestent aujourd'hui contre ces conséquences, ils ont approuvé. Je suis un des rares qui ne les a jamais approuvés. Alors les viticulteurs disent aussi, Jean-Baptiste Dumingue, il va certainement prendre sa revanche. Non, je ne rentrerai pas dans la voie de dramatiser la situation. Je n'ai aucune revanche à prendre qu'à servir des intérêts des coopérateurs qui me font confiance. C'est mes organisations qui sont milliardaires et pas moi. Et moi, j'affirme depuis plus de 30 ans maintenant, même davantage, une ligne d'action qui fait que sur le marché international, nous sommes devenus la principale maison française. Alors j'en supporte quelquefois les conséquences. Je suis une cible désignée par des gens qui me craignent sur le fond. Car quand je saurai qui c'est, peut-être que j'y trouverai quelques négociants concurrents qui ont manipulé cette affaire. On verra. Merci, Monsieur Dumingue. Encore une inculpation pour infraction à la réglementation des changes. Jean-Baptiste Andréani, le plus important directeur de cercle de jeux parisien depuis l'assassinat de Marcel Franchizy, a été écroué. Les policiers ont saisi chez lui 35 millions d'or. Ce matin, 4 inculpés dans le box de la 16e chambre correctionnelle de Paris. À première vue, une banale affaire de drogue, une affaire de petit trafic et de petits trafiquants, si ce n'est que l'un des accusés est un journaliste de talent, spécialiste d'enquête et de reportages souvent vécus sur le monde de la drogue, Jean-Paul Géné, bien connu des lecteurs de Libération. Claude Sérillon. C'est une vulgaire affaire de trafic et de trafiquants. C'est Madame la substitut du procureur de la République qui l'a dit ce matin, mais ce matin, elle semblait, elle, bien en peine de trouver ces indices graves et concordants que les juges, vous le savez, aiment à rassembler aux fins de condamnation. Aussi, l'examen des faits reprochés par l'accusation fut-il très rapide. Et pourtant, ceux-ci, la vente de 30 grammes de cocaïne et la détention d'1 kilo d'herbe pressée ne sont pas prouvés au regard de l'enquête de police. Il y a tout au plus un raisonnement, certes cohérent contre le journaliste Jean-Paul Géné, c'est son vrai nom, suspect parce qu'il a revendiqué par écrit l'usage de lui-même de hashish, suspect parce qu'il bataille contre l'image d'une société qui civilisée lorsqu'elle consomme du 12 degrés rouge matin et soir et décadente lorsqu'elle touche à l'herbe douce. Faute de la preuve d'un trafic, il reste les accusations des 2 autres co-accusés. Mais on n'a même pas vérifié l'alibi de Jean-Paul Généraux. Alors une remarque, si la qualité de journaliste de Jean-Paul Généraux ne saurait apporter quelque immunité, cela va de soi, en retour les nécessités journalistiques d'une enquête sur la drogue, contacts, rencontres, ne doivent pas devenir des circonstances aggravantes, voire des présomptions de culpabilité. Et le verdict en principe? Dans une semaine. L'histoire du jour n'est pas triste. C'est l'histoire d'un village qui hérite d'une gigantesque fortune grâce à un oncle d'Amérique, ou plutôt du Maroc, qui a laissé sa fortune à son village natal, mais avec des volontés testamentaires bien précises. Dominique Torres. Albert Aigret, c'était un enfant du pays. Bien qu'à Tupigny, on l'appelait familièrement Monsieur Albert, aucun habitant de ce village de 380 personnes, près de Guise, ne l'avait vu depuis belle lurette. C'est qu'Albert Aigret a quitté le pays au début du siècle pour faire fortune au Maroc. Et la culture de l'olivier s'est transformée très vite en mine d'or. Tant et si bien qu'il y a 6 ans, à sa mort, le célibataire milliardaire léguait à son village natal 12 millions de francs. Pendant 99 ans, le village ne touchera que les intérêts, soit 1 400 000 francs par an, avec des consignes très strictes d'utilisation. Une coquette somme tout de même, qui va modifier complètement la vie et le train de vie de Tupigny. Je ne sais pas. On espère qu'on aura le plus beau village de France, hein. Qu'est-ce que vous pensez cher ici, avec cet argent? Faire beaucoup de routes, tout à l'égout, si c'est possible, et puis fleurir. C'est lui qui a dit qu'il fallait fleurir. Ah, il aimait bien les fleurs, oui. Et moi, j'espère qu'on aura le plus beau village fleuri de l'Aisne, qu'on battra Vivèze, parce que Vivèze, ils sont premiers. C'est ça que j'espère.
Des projets mirifiques pour M. Émile, maçon et maire de Tupigny, qui se retrouve soudain à la tête d'une commune fortunée. Il a laissé une part pour le club du troisième âge, pour les écoles, matériel éducatif, une part pour l'église, la salle des fêtes, une part pour les nouveaux villages, Fleurir, et puis une part pour la base de loisirs. Ça c'est quoi? Montrez-nous ça. Le football, 2 tennis, une balle au mur, basket, une maison pour un gardien, un camping caravanine de 100 places, puis là un étang de 7500 mètres carrés, puis là il y a une aire de jeu pour les gosses. C'est qu'Albert Aigret a tenu à être enterré dans son village natal, où sa famille habite depuis 3 siècles, là où son arrière-petit-neveu vit toujours. Les habitants de Tupigny, tout le monde va en profiter, c'est une excellente chose. Et vous, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu d'aigreur quelque part? Aucune. Et vous avez fait quelque chose ou pas? Oui, mais enfin, de toute façon, nous, on a sur le plan, si vous voulez, de notre famille, je pense que tout est très bien, parce que, en définitive, nous allons profiter, au même titre que les gens de Tupigny, de ce qu'il a pu donner. Dites les enfants, vous avez entendu parler de la fortune là, qui a été donnée au village? Ouais? Tout le monde? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien. C'est bien? Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que ça va changer la vie de votre village? Oui, on va être heureux. Parce que vous n'étiez pas heureux avant? Si, mais on va être plus qu'avant. Une journaliste d'Antenne 2 à l'honneur, Martine Alain Regnault, a reçu aujourd'hui le prix Médicus pour la qualité de ses reportages de vulgarisation médicale. Vous vous souvenez peut-être de son film émouvant sur Guillaume ou l'enfant bulle. Le prix Médicus a été créé par la Ligue nationale contre le cancer, qui dans une vaste campagne nationale vous demande de répondre à son référendum en lui renvoyant le bulletin de vote que vous avez sûrement trouvé dans votre boîte aux lettres. Un mot de sport en cyclisme. Première étape de la course Paris-Nice. C'est un jeune Français, inconnu, Jean-François Chorin, qui l'emporte à Montreux. Et ce qui s'est passé aujourd'hui sur la route de Paris-Nice, vous ne l'avez sans doute jamais vu. Ce coureur échappé s'appelle donc Jean-François Chorin. Il a 20 ans et il a décidé de rompre la monotonie installée dans le peloton. Il a pris une dizaine de minutes d'avance. Alors Jean de Gribaldi, son directeur sportif, a eu peur. Pensez donc un si jeune homme, seul sous la pluie, alors qu'il reste 150 km à faire. Paris-Nice n'en est qu'à sa première étape. Arrête-toi, lui a-t-il dit, voici un café bien chaud et reste donc sagement avec les autres. Non, non, a-t-il dit, laissez-moi continuer, je vous promets de ne pas forcer. Conséquence, vous allez le voir, Chorin gagne avec 6 minutes 30 d'avance, il a raflé tous les maillots. Inconnu hier, célèbre aujourd'hui. Football, Michel Hidalgo, confirmé dans son poste de directeur des sélections nationales. Dès juillet, il sera aussi directeur technique national en remplacement de Georges Boulogne. Henri Michel est proposé comme entraîneur national adjoint, une façon de faire ses classes avant l'éventuelle succession d'Hidalgo. Le temps maintenant, Alain Gillot-Pétré, un sourire pour le week-end? Alors moi, de toute façon, j'ai toujours le sourire, mais nous aurons demain un ciel de traîne. Voilà, c'est ça, un ciel de traîne. C'est ce qui reste derrière un gros mauvais temps. C'est-à-dire qu'il reste un peu de mauvais temps, mais il y a surtout des éclaircies. Et en cette époque, eh bien, ça s'appelle des giboulées. Giboulées demain sur presque tout le pays. Voici notre carte. Donc des éclaircies partout, mais aussi des nuages accompagnés de pluie ou de grêle en plaine, de neige en montagne à partir de 600 mètres sur tous les massifs. Beau temps tout de même sur la Méditerranée grâce au Mistral fort. Beau temps également, surtout sur l'ouest du pays. J'ajoute à cela que le vent sera toujours fort sur les côtes de la Manche, vent de nord-ouest à Manche et Atlantique. Pour dimanche, un passage nuageux assez abondant sur les côtes de la Manche avec quelques bruines. Également à l'intérieur au nord de la Loire, mais il y aura des éclaircies l'après-midi. Au sud de la Loire, des brouillards le matin, du soleil l'après-midi et un Mistral qui va faiblir. Les températures prévues demain par la météo nationale, eh ben, c'est un peu plus frais qu'aujourd'hui. Surtout, c'est le vent qui va faire une impression de fraîcheur. Tout de même, ce sont les températures normales qui vont de 6 degrés minimum à Dijon à 15 degrés à Bastia. Pour terminer notre éphéméride, demain c'est le samedi 13 mars, 5 minutes de soleil en plus. Levé 7h10, couché 18h51, c'est la Saint-Rodrigue. Vous comprenez, Christine, que pour vous, ce soir, j'aurai ses yeux. À 23h, dernier journal avec Hervé Claude. Demain midi, Philippe Labro recevra un cinéaste à succès, Francis Weber, l'homme du grand blond et de la chèvre. Je vous rappelle les principaux titres de cette édition. Sommet Mitterrand-Reagan, il s'est terminé à Washington. Polémique à la veille des cantonales, le RPR saisit la justice contre M. Defer.
Et puis pour nous quitter en beauté, quelques images de patinage artistique. La Finlandaise Kristina Wegelius en action. Elle a pris la tête des épreuves féminines du championnat du monde. Bonsoir, à demain.